Alors, je vous propose d'attaquer tout de suite avec la première table ronde. Les pistes viennent d'être lancées. Faciliter la planification et le développement des énergies marines renouvelables. Donc, quelle procédure d'attribution des projets? On vient de l'évoquer à l'instant. Quelle articulation avec les études techniques? On vient de voir ces études préalables qui vont être réalisées. Comment simplifier les démarches administratives et puis surtout, comment organiser au mieux les modalités de concertation et de participation du public. Catherine Chabot a été citée plusieurs fois. Je l'invite à venir me rejoindre sur l'estrade. Elle est journaliste, navigatrice, ancienne rédactrice en chef de la revue Thalassa. Et elle est surtout aujourd'hui pour vous déléguée à la mer et au littoral au ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la mer. Je vais demander également à deux témoins, deux autres usagers de la mer, je le cherche du regard. Gérard Romiti, il est là. Gérard Romiti, il est président du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins. Il est lui-même pêcheur sur son territoire, il nous en parlera tout à l'heure. Un autre usager de la mer, on en a beaucoup parlé dans le discours de Monsieur le maire, c'est Florent Marcoux. Il est directeur exécutif de Surfrider Foundation Europe et il viendra donc témoigner des usages, d'autres usages ludiques de la mer, mais également du regard que porte son association sur les aspects environnementaux. Et puis pour avoir à cette table ronde le point de vue des opérateurs, le point de vue des professionnels qui vont développer les projets. Frédéric Lelydec, qui est président de la commission énergie marine du syndicat des énergies renouvelables et également directeur de la business unit énergie marine renouvelable à DCNS, chez DCNS. Alors, Catherine Chabot, on vient beaucoup de parler de la planification. Comment est-ce que concrètement on gère cette planification? Comment est-ce qu'on l'organise? Comment est-ce que l'on tient compte à la fois des autres usages de la mer, à la fois de l'environnement et à la fois de ce qui nous réunit aujourd'hui, de la production d'énergie à partir de l'océan? Merci de votre question. Bonjour à tous. Alors, si vous le permettez, avant de répondre à votre question, j'ai envie de faire deux témoignages personnels, puisqu'on parle d'énergie marine. Les marins qui naviguent au long cours savent ce qu'ils doivent aux énergies renouvelables. Je voudrais rappeler que moi, sur mon premier Vendée Globe, j'ai pu accomplir ce tour du monde. Je suis tombée en panne après avoir chaviré dans l'océan Indien de mes deux groupes électrogènes, et j'ai fait ce tour avec une éolienne et un panneau solaire que j'ai réussi à réparer, entre autres choses. Ça m'a appris une chose, et on n'en parle pas suffisamment, c'est que en dehors du formidable avantage des énergies renouvelables en matière de réduction des impacts environnementaux, les énergies renouvelables permettent l'autonomie énergétique. Alors d'un bateau, ça paraît évident. D'un territoire insulaire, je pense qu'on devrait un peu plus y penser. Mais voilà, je pense que ça, j'avais envie de le rappeler. Et je ne vous cache pas que je regarde avec une certaine tendresse les terriens développer les énergies renouvelables, tellement en retard par rapport aux marins. Pardonnez-moi, nous, ça fait 40 ans qu'on les utilise sur les bateaux, et oubliant justement cette notion d'autonomie énergétique. Catherine Chabot, je vous propose qu'on regarde s'il y a d'autres marins dans la salle, s'il y a d'autres navigateurs. Ah ben, levez la main, manifestez-vous les navigateurs. Il y a les surfeurs. Non, les vrais ben navigateurs voilà, qui, comme Catherine Chabot, ont fait il y a les marins pêcheurs. le tour du monde en solitaire. C'était Vendée Globe 96. Oui, mon premier, c'était Vendée Globe 96-97. Et voilà. Qui eux aussi utilisent les énergies renouvelables. Et mon deuxième témoignage, c'est que l'an dernier, j'ai eu l'occasion de faire un tour de France des solutions pour le climat. Et j'ai fait escale notamment ici à Biarritz auparavant, et j'ai pu voir la formidable dynamique justement du secteur. Une énergie qu'on n'évoque pas souvent à la Seine-sur-Mer, c'est l'échangeur thermique qui utilise quand même le différentiel de température avec la mer. Alors on ne sait pas encore de l'ETM bien évidemment, mais à la Seine-sur-Mer, à la fois on chauffe ou on ventile, on refroidit des bâtiments, vous savez, sur le port, dans tout le secteur qui a été réaménagé, comme ça. À Nantes, nous avions fait escale aussi dans ces pays de la Loire qui... j'ai vu Christophe Clergeau est parmi nous, qui étaient très mobilisés voilà, sur le développement de l'éolien offshore. À Brest, nous étions là quelques jours avant l'immersion
de l'hydrolienne de Sabella dans le Fromveur. Je peux vous dire que c'est extrêmement impressionnant de se retrouver au pied de cette hydrolienne. Et puis à Ouistreham, avec le maire et l'équipe d'EDF Énergie Nouvelle aussi, nous avons pu voir aussi le développement économique lié à ce développement-là. Donc voilà, j'avais envie d'évoquer ces deux témoignages avant de répondre à votre question sur la planification. Alors la planification, c'est un sujet sur lequel, à la délégation à la mer au littoral, nous travaillons, mais dans le cadre, nous sommes en train de... Donc la délégation, d'abord un mot de la délégation, elle a été véritablement... Moi j'ai pris mes fonctions et je remercierai jamais assez la ministre de me faire confiance pour m'avoir nommé déléguée à la mer et au littoral. J'ai pris mes fonctions il n'y a pas tout à fait 3 mois. Nous avons d'abord réinstallé, la ministre a réinstallé le Conseil national de la mer et des littoraux et c'est avec lui que nous travaillons aussi sur la planification. Nous travaillons sur la stratégie nationale de la mer et du littoral, qui est le document qui va pouvoir, duquel vont être déclinés les documents stratégiques de façade dans lesquels la planification va être élaborée. Donc, alors, un mot assez concret sur nos travaux. La planification, elle est donc l'une des composantes de ces documents stratégiques de façade ou bassin ultramarin pour l'outre-mer, qui doivent comprendre aussi la partie environnementale. Hein. C'est un seul et même processus. Tout ce qui est plan d'action pour le milieu marin sera aussi dans ce document. En termes de calendrier prévisionnel, alors la stratégie nationale pour la mer et le littoral sera, on va dire, ficelée, si je peux me permettre cette expression, d'ici la fin de l'année, et des documents stratégiques de façade validés en 2018. Et des plans d'action pour les mettre en œuvre en 2021, le tout étant de renouveler tous les 6 ans. Alors, quelques éléments sur la façon dont on conçoit la planification. Elle occupe donc une place vraiment particulière dans ces documents. Elle est la pièce maîtresse pour organiser au mieux une conciliation des usages qui tiennent notamment compte du fait que les activités puissent se succéder dans le même temps et sur les mêmes espaces. Il y a vraiment, on est dans une logique en 4 dimensions et pas uniquement en 3 dimensions. Qu'elles soient aussi susceptibles de se superposer, sans négliger aussi une approche des impacts cumulés des usages. Elle doit se faire aussi en coopération, c'est ce que nous rappelle la directive européenne, hein, en coopération avec les États voisins. Vous savez qu'il y a en ce moment des expérimentations qui sont menées, soit en Manche, soit même en Méditerranée. Et alors, à ce stade de la réflexion, parce que pour l'instant, nous avons organisé avec la DML une première réunion des services de l'État en interne, et nous allons organiser le 16 juin prochain un séminaire avec les acteurs. Donc, je crois qu'on va être assez nombreux. On sera assez nombreux. L'idée, c'est de partager un petit peu les expériences, parce qu'il y a déjà des expériences de terrain, de tentatives de conciliation des usages. Et donc, on imagine assez bien aller vers ce qui a été bien développé par l'Agence des aires marines protégées, c'est la carte des vocations qui détermine les enjeux et les objectifs généraux qui devront guider les processus de décision en matière d'autorisation d'activité et de conciliation des usages. Bon, on n'est pas, tout reste encore très, très ouvert. Ensuite, avec donc ce séminaire, nous l'organisons avec le cluster maritime et Armateurs de France. Et nous menons, pour véritablement avoir une élaboration co-construite, sera créé au sein du Conseil national de la mer et des littoraux un groupe de travail sur la planification stratégique en général, qui sera présidé par Éric Banel, qui est délégué général d'Armateurs de France. Alors le groupe est en cours de constitution, hein, et sera ouvert au-delà des membres du CNML. En conclusion, et si je peux me permettre aussi un avis personnel, pour encourager la conciliation, il me semble qu'il faut véritablement que les acteurs, au-delà de la recherche de conciliation de leurs activités, recherchent des synergies
Ouais, ça me semble, et c'est pas un jeu de mots que je cherche à faire aujourd'hui, mais moi je suis persuadée qu'il faut véritablement construire cet avenir en synergie, que nous relèverons collectivement ce formidable défi d'un développement durable de la mer et du maritime au regard de toutes les pressions qui s'exercent aujourd'hui sur la mer et le littoral, à condition de tous participer à la connaissance, de tous participer à la préservation et bien évidemment de co-construire cet avenir. Alors vous dites travailler tous ensemble, vous avez parlé de ce second séminaire en juin, en interne déjà au sein du ministère, vous réunissez toutes les directions, vous avez à la fois direction de l'énergie, aménagement, logement, nature, tout. Absolument, déjà, parce qu'il me semble, si on veut co-construire avec les acteurs, il faut déjà, vous savez, le ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer, ravi que l'intitulé soit dans le titre. C'est une grande maison et il faut déjà au sein du ministère arriver à mettre en phase les points de vue. Et donc, moi, j'ai, à mon arrivée, créé une équipe mère demandant à chacun des directeurs de la direction de l'énergie, du climat, des infrastructures, des transports et de la mer, de la pêche, etc., de l'eau et de la biodiversité, d'identifier un référent maire. Donc j'ai créé une équipe maire au sein de ce ministère et on essaie de travailler aussi en bonne intelligence et avec les secrétariats d'État et aussi avec le SG maire. Et donc voilà, on a déjà organisé un premier séminaire d'échange de points de vue et on s'aperçoit, c'est amusant, qu'il faut déjà qu'on se mette d'accord sur les terminologies. Quand on parle de planification, on parle aujourd'hui de territoire maritime. Est-ce qu'on se retrouve tous derrière ce territoire maritime, cette appellation de territoire maritime? Pour tout vous dire, on a même commencé notre séminaire par une intervention d'une géographe pour parler de territoire. Et je m'aperçois qu'il faudrait peut-être que, probablement qu'à notre stratégie de la mer et du littoral, on colle un lexique pour être sûr qu'on partage la même appropriation des mots. Alors une toute dernière question avant d'écouter le témoignage des deux autres usagers de la mer. Vous avez sillonné toutes les mers du globe, vous venez de nous parler de la géographe, mais c'est plutôt à la navigatrice que je m'adresse. Vous avez fait un tour de France des solutions pour le climat, dont les énergies marines renouvelables et les énergies renouvelables en général. Est-ce que vous envisagez un tour d'Europe ou un tour du monde sur cette thématique-là, fort de l'aura de la navigatrice? Allez regarder un peu si dans d'autres pays, il y a j'ai noté, des équipes mers qui ont été créées dans d'autres pays. Alors, il y a un peu deux questions dans votre question. Pour tout vous dire, j'étais pas plus tard que tout à l'heure au téléphone avec un ami qui déjeunait avec la ministre de l'Environnement marocain. Et en fait, elle est très intéressée par cette délégation à la mer et au littoral, donc cette gouvernance qui s'est mise en œuvre en France sur la mer intéresse. Pour répondre aussi à votre question, moi, c'est vrai que c'est mon ambition. Alors maintenant, j'ai accepté cette formidable mission que me confie la ministre. Je ne vais pas y renoncer comme ça. Peut-être que demain matin, j'y serai plus. Mais de toute évidence, qu'il me semble absolument indispensable, c'est peut-être pas moi qui le ferai, ce tour de l'Europe et ce tour du monde, mais j'aimerais bien que ce soit moi un jour qui le fasse, sur un bateau éco-conçu, puisque c'était mon ambition au départ. Il me semble absolument essentiel de mettre en valeur, comme je pense Synergie va le faire aussi pendant ces 3 jours. Et je salue Marc Lafosse, parce que c'est vrai que dans mon tour de France, j'ai aussi fait escale. Pardon Marc, je ne l'ai pas cité, mais j'ai fait escale à Bordeaux. On a eu la chance avec Marc de voir comment il développait les énergies de la Lune. Je pense qu'il est important de mettre en valeur, de montrer quand... voilà, des solutions qui sont mises en œuvre, à la fois pour arriver à valoriser cette formidable énergie, parce que c'est peu de le dire, cette énergie qui est mise en œuvre par les acteurs, mais pour aussi donner envie à d'autres de se développer. Je pense qu'il y a forcément beaucoup de benchmarks à faire et voilà, d'envie à donner autour de nous. Et donc, pour la seconde fois, on cite Hakima El Haïté, surnommée la papesse de la COP22, qu'effectivement Jean-Louis Ball a rencontré et dont on va beaucoup entendre parler ces temps-ci. Je vous recommande effectivement d'échanger avec elle. On l'a eu dans une table ronde organisée par le CER à la COP21, le CER et l'ADEME, pardon, à la COP21 en décembre.
Alors, deux témoignages de deux autres, je dis deux autres versus l'aspect énergétique des choses, deux autres usagers de la mer. On va commencer par Gérard Romiti, donc comme je vous le disais tout à l'heure, président du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins. Il représente à cette table ronde les pêcheurs. Il va nous dire combien de pêcheurs il représente. Et ces pêcheurs ont rédigé, enfin plutôt le Comité national des pêches a rédigé collégialement, je suppose, une note sur la cohabitation des activités de la pêche et des activités de production d'énergie en mer. Donc, quelle est cette position commune des comités de pêche, des nombreux comités de pêche qui existent en France et que vous représentez aujourd'hui à cette table ronde? Bonjour à tous. Je représente 14 régions, donc 14 comités régionaux et 11 comités départementaux. D'ailleurs, ici présent dans la salle, il y a le président du comité régional de cette région et d'autres régions. J'ai la lourde tâche de représenter les pêcheurs par filière, du pêcheur à pied jusqu'au thonier-seineur transocéanique qui est dans le golfe de l'océan Indien, donc dans le Mozambique. Vous voyez un peu la lourde tâche que j'ai. Tout d'abord, je dois dire que les pêcheurs ne sont pas contre les éoliennes en mer, comme on l'a fait croire. C'est vrai que la nomination de Catherine Chabot a fait que mon discours va être un peu plus doux au niveau de la vision maritime de l'État. Je trouve que ça manque de maritimisation, donc sa nomination permet aussi d'avoir, je dirais, un soutien. Et vous avez un M maintenant dans l'acronyme du ministère, hein, c'est le exact. même. Mer, oui. On a un secrétaire d'État à la mer qui est M. Vidalis, où je suis en prise directe, et Mme Ségolène Royal. Donc, si vous voulez, je vais parler d'une méthode. Je pense qu'il nous faut une méthode qui nous permettra d'avoir un cap à suivre. Donc, une méthode, c'est une mise en jambe, hein, pour avoir un cap, pour pouvoir poursuivre ce cap. Et je pense, je vais aller droit au but, on s'y est très mal pris. Je veux citer par exemple le tréport, ça ne passe pas. Si on avait appliqué une méthode un peu plus avec les gens du cru, de la région, je pense qu'on aurait pu faire que l'éolien aurait eu un peu plus de succès comme il va l'avoir maintenant. Donc, sur la planification spatiale, nous avons été les premiers à la demander. C'est les pêcheurs qui demandent depuis toujours à ce qu'on ait une planification spatiale. J'avais prévu une carte là, mais bon, je ne peux pas la protéger, la carte de la Manche. Vous auriez vu toutes les occupations que nous devons subir. Donc, il est nécessaire aujourd'hui de donner une visibilité à notre gestion de la pêche, parce que nous sommes en première ligne, et nous voulons être acteurs. Nous ne voulons pas être figurants du film. Parce que, si vous voulez, les pêcheurs vivent de la mer. Si j'ose dire, nous sommes un peu les agriculteurs de la mer. C'est notre jardin et il faut qu'on puisse cohabiter. Et cette méthode que je préconise, et que le gouvernement aussi préconise maintenant, c'est parce qu'on a affaire aux éoliens, aux hydroliens, on a affaire aux granulats, on a affaire au clapage. Et moi, j'ai la lourde tâche de défendre les pêcheurs. Et je suis la courroie, nous sommes avec les représentants des régions et des départements, la courroie de transmission de ma génération vers une nouvelle génération. Nous devons créer une nouvelle génération de pêcheurs. Donc ça, c'est très important. Alors, privilégier la maîtrise progressive des énergies marines renouvelables, parce que bon, on sait que le parc éolien va avoir environ 600, je crois on parle de 650 km². Donc il faut que le socio-économique que je représente puisse vivre. Il faut que le pêcheur puisse vivre de son travail. Le pêcheur français, c'est quoi? C'est quelqu'un qui nourrit les gens. Nous demandons le droit à nourrir les gens. Tout à l'heure, il y a eu des discours aussi qui ont été un peu plus mondiaux. Donc, je m'identifie aussi comme pêcheur du monde. Aujourd'hui, la pêche nourrit 4,5 milliards de personnes. Dans une dizaine d'années, on va passer à 9 milliards. Donc, il va falloir pérenniser le savoir-faire, transmettre le savoir-faire de génération en génération, parce que ça se perd un peu. Nous avons de très bonnes écoles de formation, mais il va falloir aussi mettre en adéquation, peut-être dans les écoles maritimes et aquacoles, cette partie de
d'énergie renouvelable. Je pense qu'il y aura un créneau aussi là à prendre. Donc tout ça pour vous dire que nous demandons donc pas des garanties, parce qu'il faut que vous associez le comité national systématiquement. Je m'adresse aux porteurs de projets, aux élus, faire des comités de pilotage systématiques où on associe les services de l'État qui sont les garants aussi de notre, je dirais, de nos fondamentaux à tous. S'il y a un départemental, s'il y a un régional, est-ce que ça remonte au comité national? Je le dis ici devant tout le monde parce que souvent les présidents de comités départementaux ou régionaux prennent des positions qui ne sont pas validées après par le comité national. Donc arrêtons de mettre la charrue avant les bœufs. Arrêtons de mettre la charrue avant les bœufs, parce qu'après, si ce n'est pas validé nationalement, ça tombe à l'eau. C'est le cas de le dire. On n'a pas envie de tomber à l'eau. Pour un pêcheur, ce serait le comble. Donc ce que je veux dire par là, je pense que, je tiens à le redire, les pêcheurs ne sont pas contre les éoliennes. Mais il faut comprendre aussi que les pêcheurs vivent et tirent profit de la mer. Parce que nous faisons face à de plus en plus je dirais, de gens qui visent à tirer profit pour le bien de la planète. Je sais qu'on se soignera par les océans, donc nous devons partager cette richesse. C'est un bien national, c'est un bien européen, c'est un bien mondial. Il faut avoir cette vision. Je me félicite aussi, je fais un petit clin d'œil à la Méditerranée, puisque vous savez que je suis méditerranéen, qui a cette vision de toute la Méditerranée aujourd'hui. Parce que c'est inutile de mettre les 850 règlements européens aux pêcheurs français. Mais il faudrait voir toute la rive sud. Ils font n'importe quoi. Donc il va falloir, c'est bien que la ministre du Maroc s'investisse. Et je pense qu'il y aura du travail à faire. Il va y avoir beaucoup de pédagogie à faire auprès de ces armateurs. Donc, tout ça pour dire, non pas pour dire que les pêcheurs français, nous sommes les meilleurs du monde, mais nous ne sommes pas les plus mauvais. Nous n'avons pas à rougir et nous partageons. Alors, il faut savoir que à un moment donné, même moi, bon, je vous dis ce que j'ai un peu, j'ai préparé quelque chose, mais je ne me tiens jamais à ce que je me prépare. En tant que marin, on doit prendre la situation en main. Selon le temps, on navigue. Moi, on m'avait dit, je parle de la méthode, l'éolien va se faire devant Boulogne, et puis on apprend que c'est devant Cherbourg. Donc je pense que c'est pas bon cette méthode. Ça fait très peu qu'on a appris ça. Alors, par exemple, je reviens sur le Tréport parce que c'est quelque chose, c'est une arête qui passe pas. On sent que Tréport, oui. L'arête passe pas. Vous parlez sans arrêt du Tréport qui passe pas bien, ça veut dire que tous les autres projets finalement se passent bien. Mais, non, mais le Tréport, c'est... Un petit peu, si, quand même. Non. Les autres, ils vont bien. Et le Tréport, on peut rectifier encore, mais... Voilà, donc je suis responsable et respectueux. J'ai une autre question pour vous. Vous parlez toujours dans cette note sur la cohabitation des éoliennes, mais il y a les autres énergies marines aussi. Vous en parlez peu. Parce que, si vous voulez, on a été échaudé peut-être parce qu'on les voit plus et les autres, on les voit moins. Mais bon, de toute façon, je me suis comparé à un agriculteur. Je pense que lorsqu'on a fait des nouvelles énergies renouvelables à terre, et on a dû prendre soin de ne pas implanter en plein bocage ou en pleine vigne bordelaise, puisqu'on n'est pas très loin. Donc pour nous, c'est pareil. Il y a des zones de reproduction, des zones de frayère. Quand je parle de comité de pilotage, il faut associer tout le monde, mutualiser les données, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'il faut détenir les données, et celui qui détiendra les données détiendra le futur. Il n'est pas exclu que peut-être que Google ou je ne sais pas qui demain sur Internet capte nos données et les vendent je ne sais pas à qui, parce que ce n'est pas sûr que ce soit que les Français qui vont arracher les appels d'offres. Donc je dis, je vais être positif, Catherine, mais je suis pour créer la génération future. Alors même ma génération à moi, j'ai tenu à venir ici apporter le témoignage, puisque ça a été dit, la pêche a été cité par M. le maire, par les 2 ou 3 intervenants. Donc nous sommes quand même acteurs, nous sommes avec vous et nous sommes pour aller de l'avant à condition qu'on soit associés de A à Z.
Voilà, Merci pour ce témoignage, Gérard Romitier. N'hésitez pas à réintervenir après quand les professionnels se seront exprimés. On va écouter un autre témoignage d'un autre usager de la mer. Donc, je vous disais que Florent Marcoux est directeur exécutif de Surfrider Foundation Europe. Il représente ici, il a deux casquettes ici. Il représente à la fois le regard qu'il porte sur l'environnement, que les usagers de la mer portent sur l'environnement, et puis les activités ludiques de la mer. Je suis allé surfer, alors je vous assure que je ne l'ai pas fait exprès, ça m'a échappé. Je suis allé surfer sur votre site internet pour préparer cette table ronde. Vous incitez les citoyens et les usagers de l'océan à réduire leur empreinte carbone, c'est clairement écrit sur votre site, mais à aucun moment sur votre site, j'ai vu que vous parliez de l'arrivée des énergies marines renouvelables sur votre terrain de jeu. Alors pourquoi est-ce que vous n'en parlez pas encore sur votre site et comment est-ce que vous allez planifier les choses pour l'avenir ? Merci d'abord de l'invitation et de nous donner l'opportunité de nous exprimer à cette tribune. J'oublie pas la question, mais quelques mots d'abord, j'en profite, parce qu'on est en train de parler d'énergie renouvelable, donc on est clairement au cœur des enjeux d'atténuation des phénomènes de réchauffement climatique. Et pour l'information de tous, ça fait plus de 20 ans que des négociations internationales ont lieu sur ces enjeux de réchauffement climatique. Et depuis 20 ans, il n'y avait aucune mention des océans dans ces mêmes négociations climatiques. Donc c'est un petit clin d'œil, déjà c'est l'information à passer, un petit clin d'œil aussi à Catherine avec qui on s'est battu, pas seul, on était au sein d'une plateforme Océan et Climat pour que ces océans soient enfin reconnus et aient le droit de citer au niveau de ces négociations internationales. C'est enfin le cas depuis la COP21, on en est très heureux. Ce n'est qu'un premier pas, mais c'est quand même un pas qui va dans le bon sens. Par rapport à votre question, donc, pour comprendre notre vision, notre positionnement par rapport aux EMR, il faut comprendre d'où on vient ou qui on est. Alors, en très très court, en quelques mots, on est effectivement une ONG environnementaliste de protection spécialisée sur la protection des océans et du littoral. On est créé il y a plus de 25 ans par des surfeurs. Aujourd'hui, on représente une communauté d'usagers beaucoup plus large que les surfeurs. On est créé par des usagers. Effectivement, on recherche en permanence une harmonie, un bon équilibre entre l'homme et l'environnement, entre l'usage et les océans. C'est une position très riche, pas toujours très simple à assumer au quotidien, mais qu'on revendique fortement. Et pour les EMR, on est au cœur de cette problématique-là. Donc, forcément, quand on regarde l'enjeu global, celui du réchauffement climatique notamment et d'une nécessaire atténuation, on est très clairement favorable à la transition énergétique, donc au développement des énergies renouvelables, y compris des énergies marines renouvelables. Donc je pense que c'est très clairement un positionnement actuel de l'organisation. Je dirais d'ailleurs qu'on a sans aucun doute évolué sur cette position par rapport à la situation et peut-être l'urgence d'agir. Il y a peut-être seulement 2 ans encore, vous auriez demandé à un membre de Surfrider quel était son avis sur une infrastructure littorale. On aurait été systématiquement contre, un peu par principe. Aujourd'hui, il est clair que nous devons accepter un certain nombre de projets en lien avec les enjeux du changement climatique, que ce soit ceux d'adaptation, mais aussi que ce soit ceux de l'atténuation. Donc on est très clairement favorable au développement de cette filière des énergies marines renouvelables. Maintenant, au regard justement, ça c'est l'enjeu global, mais il faut que cet enjeu global soit cohérent et en bonne articulation et en bonne intelligence avec les enjeux et les impacts locaux. Ils peuvent être environnementaux, bien entendu. Il y a tout un tas d'acteurs aussi qui veillent à ces impacts-là, mais ils peuvent être également sur les usages. Donc nous, on cherche à déjà renforcer notre propre connaissance et expertise sur ces enjeux-là, mais on va être vigilant sur comment ces énergies marines renouvelables vont se développer. On va y être vigilant, il faut comprendre qu'il y a 2 enjeux, bien sûr pour que les impacts ou les risques soient limités, si jamais il doit y avoir des impacts négatifs, mais également prendre en compte ces risques en amont, c'est favoriser le développement de cette filière d'énergie marine renouvelable. Donc c'est un enjeu aussi de développement de la filière en tant que telle. Alors, vous êtes effectivement là un petit peu sur 2 sujets à la fois. La protection de l'environnement, vous avez très bien expliqué, et donc les atténuations, très bien. Et puis de l'autre côté, la perturbation éventuelle de certaines filières énergie marine de vos activités. Est-ce que vous faites des études sur la réalité de ces perturbations? Est-ce que vous modélisez ce qu'un parc d'hydroliennes ou ce qu'un parc d'éoliennes offshore peut apporter comme perturbation sur un de vos spots? Est-ce qu'il existe une modélisation numérique ou je sais pas? Alors modéliser, nous de notre côté, c'est encore un bien grand mot, et puis il y a, je pense, des experts sans doute bien plus compétents que nous pour le faire. Par contre, on a des inquiétudes par rapport à ça, et on essaye de demander effectivement de prouver qu'à travers des études d'impact, qu'il n'y aura pas d'impact négatif sur différents usages.
Si je prends, et encore une fois sans citer d'exemple, parce que ce n'est pas l'objectif aujourd'hui, mais on peut dans certains cas, dans la façon de mettre en œuvre un parc éolien, avoir un impact sur la houle, et selon la zone d'implantation de ce parc éolien, avoir un impact sur une activité certes ludique, mais derrière c'est aussi économique, voire touristique, que peut être le surf par exemple. Donc voilà, on demande à ce qu'il y ait l'intégralité des usages dans leur interaction avec une technologie d'EMR qui soit identifiée, prise en compte, et que les études d'impact nécessaires soient menées pour garantir que le meilleur projet se fasse au meilleur endroit. Alors vous êtes une ONG qui appartient à un réseau mondial, puisque j'ai pas bien compris, c'est pas si clair que ça sur votre site, Surfrider Foundation Europe, par rapport à Surfrider tout court World, comment vous vous situez et compte tenu du retour d'expérience que ce réseau peut vous apporter, est-ce que vous êtes force de proposition sur la façon de mener la concertation par rapport à ce qui peut se passer dans d'autres pays? Alors, effectivement, Surfrider est un réseau international, on va dire, ou une famille internationale, on pourrait le dire comme ça, parce qu'on a tous notre indépendance et on ne dépend pas les uns des autres. Surfrider est d'abord créé il y a 30 ans aux États-Unis, donc il y a Surfrider US, et ensuite est venu Surfrider Europe. On est les deux Surfriders les plus structurés au niveau international, et après on a d'autres organisations en Argentine, au Brésil, au Maroc, en Australie, au Japon, etc. Donc on essaye surtout, on est un réseau qui essaie de partager des informations, des bonnes pratiques, voire à mener des combats ensemble à un niveau international ou dans certaines instances internationales. Donc on peut bénéficier, oui, de leur rapport là-dessus. On bénéficie surtout, nous, au niveau européen, d'un réseau de bénévoles. On a une quarantaine d'antennes bénévoles dans une dizaine de pays européens qui nous permettent d'avoir des retours d'expérience ou des informations sur ce qui peut se passer dans d'autres pays que ceux de la France. Et ça nous donne effectivement un certain nombre d'informations. Ça nous permet de faire une veille. Aujourd'hui, en termes de propositions, elles sont de plusieurs ordres. Il y a d'abord une vision globale de la chose et de la planification, dont Catherine a largement parlé tout à l'heure. Nous, une des revendications qu'on a là-dessus, c'est la prise en compte des loisirs nautiques également dans la MSP, donc la directive européenne, le Maritime Spatial Planning. Donc dans cette directive européenne et dans ses déclinaisons nationales, comment prendre en compte également les loisirs nautiques. Donc par rapport à ça, on siège dans le CNML, donc le Conseil national mer et littoral, et puis dans tout ce travail qui est en cours pour la France dans la déclinaison de cette directive européenne, donc on va essayer d'y prendre part et d'y contribuer en ce sens. J'en profite pour donner un petit exemple assez concret qui peut être parlant, c'est que le gouvernement des Açores a commencé à décliner cette directive dans son État. Et par rapport à des relations historiques qu'on avait avec eux, ils nous ont demandé d'être un partenaire pour référencer l'intégralité des spots de surf, leur fournir l'information, y compris cartographiée, et cette information est immédiatement intégrée à leur propre outil cartographique dans le cadre donc, de cette planification maritime qu'ils sont en train de mener. Donc on peut tout à fait être force de proposition, voire accompagner même de façon très opérationnelle ce travail-là. Le deuxième sujet, il est autour de la consultation, la concertation, le dialogue, la médiation. On en a beaucoup parlé. De ce que j'ai entendu dans les interventions au préalable, je pense qu'il y a une prise de conscience importante et qu'on va dans le bon sens. Maintenant, il va falloir que ça s'opérationnalise et ce n'est pas si simple. On est en train de mener cette année une espèce de benchmark, en tout cas une étude, un retour d'expérience sur tout un tas de cas en cours, que ce soit en France mais aussi à l'international, de mise en œuvre de projets ou de programmes ou de stratégies d'énergie marine renouvelable. Essayer non pas de stigmatiser tel ou tel projet, mais plutôt d'en retirer les bonnes pratiques et d'essayer de voir quelles recommandations un peu pratico-pratiques, simples, on peut mettre en œuvre et puis proposer. Alors, on a quand même déjà quelques idées. La première chose, c'est qui doit être autour de la table. Ça, c'est un premier sujet où on estime qu'il y a parfois des manques. On l'a vécu sur un cas particulier. On a vu que les surfeurs peuvent être oubliés alors qu'il peut y avoir un impact sur la houle. Et dans certains cas, c'est une vraie activité structurante pour le territoire. Donc il faut vraiment mesurer l'intégralité des usages et des personnes qui doivent être autour de la table en fonction de la typologie UMR et de son interaction possible avec les différents usages de ce même territoire. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième grosse question, et je sais que la réponse n'est pas si simple et on en est conscient, mais c'est quand même à partir de quand on consulte, on implique le citoyen et les usages. Jusqu'à présent, on estime que ça vient quand même trop tard. Ça vient suite à une décision qui est actée, un projet qui est acté, un lauréat parfois décidé. Donc on estime qu'il faudrait voir comment, en amont, sur l'opportunité même du projet, ces différents acteurs peuvent être consultés et intégrés et impliqués. Ça, c'est la troisième chose. Ensuite, si les démarches
progresse dans cette consultation, cette implication, comment les citoyens, les usagers vont participer? Nous, on a l'impression, dans nos contacts au quotidien, et même des sondages qu'on peut réaliser, que le changement climatique, l'atténuation, la transition énergétique, c'est encore très loin des usagers, c'est encore très loin du citoyen. Ils en entendent parler, la COP21 a été une fenêtre formidable, médiatique, de sensibilisation. Mais tant que ça ne les touche pas au quotidien, que ça ne les concerne pas immédiatement, ils sont encore éloignés de ça. Donc il y a sans aucun doute un enjeu de sensibilisation, d'information, de prise de conscience de tous les citoyens que c'est un enjeu clé. Et puis, il faut les informer de façon peut-être un peu plus précise aussi sur ce que sont les EMR, leurs avantages, leurs inconvénients, leurs risques, pour qu'ils puissent participer pleinement et en toute connaissance de cause à cette concertation, à cette consultation. Voilà, donc. Une toute dernière question, Florent Marcoux, avant de laisser Catherine Chabot réagir à vos deux témoignages. Vous avez parlé de bénévoles tout à l'heure, ce qui veut dire que tous les membres de Surfrider Foundation Europe sont des bénévoles. Vous êtes vous-même bénévole et vous êtes un surfeur invétéré? Tout faux, ni l'un ni l'autre. Donc je ne suis ni un bénévole, moi je suis un salarié de la structure Surfrider. Et vous n'êtes même pas surfeur? Et je ne suis même pas surfeur. Donc, comme je vous le disais, Surfrider a été créé par des surfeurs. On a toujours une communauté de surfeurs très importante, y compris dans le sein de nos conseils d'administration, de nos salariés ou de nos bénévoles. Mais pas que. Aujourd'hui, ce qui nous unit, c'est surtout la passion de l'océan, la passion du littoral. Et ne serait-ce que regarder un beau coucher de soleil sur une mer protégée ou un océan protégé, pour certains comme moi, ça nous suffit amplement. Il n'y a même pas un Mais quota, il y a un combat à faire. un quota minimum, même si Non. ce n'est pas une condition sine qua non, un quota non, par contre, minimum de surfeurs dans votre conseil on a vite d'administration. envie de s'y frotter. Et une fois qu'on a fait profitez-en 2 ou ici. 3... Ah oui, moi je suis un local de l'étape. Et donc quand je me frotte un petit peu à quelques bouillons, et on se rend compte à quel point c'est une passion assez forte. Et pour l'autre question, donc, qui était sur le bénévolat, voilà, on a une quarantaine de salariés au niveau européen qui animent, qui ont surtout pour but de développer une expertise, mais d'animer un réseau bénévole. On a 1500 bénévoles actifs dans une dizaine de pays européens qui sont sur leur localité, sur leur territoire, en capacité d'agir, que ce soit pour la protection sur des projets environnementaux spécifiques, que ce soit sur la sensibilisation et l'éducation aussi des populations ou de leurs concitoyens. Et on est soutenu par environ 120 ou 130 000 sympathisants à travers l'Europe. Et ce sont auprès de ces bénévoles que les développeurs de projets qui sont dans la salle doivent s'adresser. Ce sont les points d'entrée de l'association ou ce sont les permanents qui sont les points d'entrée? Ça dépend où ils se situent, mais ils peuvent passer par le siège et comme ça on redispatchera si c'est nécessaire et on donnera les bons contacts. Merci Florent Marcoux. Alors Catherine Chabot, vous avez entendu ces deux témoignages, des pêcheurs et des surfeurs, mais pas que, on a entendu, qui regardent aussi beaucoup le côté environnemental des choses. Et je viens d'entendre tout à l'heure Florent Marcoux dire à partir de quand doit-on impliquer les citoyens, les usagers de la mer? Vous le faites déjà, vous organisez des séminaires, vous avez déjà planifié pour juin une première réunion, et puis ensuite quelque chose de plus large, c'est comme ça que ça va se passer? Oui, en fait, moi j'essaie, je viens d'arriver, hein, je ne vais pas d'un claquement de doigts bouleverser tout le processus qui est déjà en cours. Malgré tout, j'essaie d'imprimer, moi je crois beaucoup à cette force de la concertation, de la consultation, très en amont. Pour tout vous dire, moi je sors de 5 ans passés au Conseil économique, social, environnemental, où dans quasiment la totalité des avis qu'on a pu éditer, notamment moi j'étais dans la section environnement, et je peux vous dire que j'ai beaucoup défendu les énergies marines. Je suis persuadée que c'est, enfin tout ce qu'on a, on revenait régulièrement sur cette conclusion qu'il faut co-construire et réunir les acteurs autour de la table très en amont dans les projets. Et on a vécu ces dernières années, tous les trois, des expériences de conciliation, de réflexion commune au travers de travaux menés sur la haute mer ou aujourd'hui et plus récemment sur le sujet océan et climat qui vient d'être évoqué. Et moi, je suis persuadée que c'est parce qu'on dialoguera qu'on arrivera à faire avancer les choses. Du coup, si vous me permettez, moi j'ai une question pour Gérard, parce qu'il a évoqué un sujet qui le fâchait, le Tréport, mais j'aimerais bien qu'il nous parle d'un sujet qui a bien marché en termes de conseils. Ah, j'ai eu peur que vous le relanciez sur le Tréport. Non, mais qu'il nous parle, il me semble, je dis des bêtises, ou à Courseulles, vous avez fini par trouver des solutions, parce que voilà, il y a eu du dialogue. Bien sûr. Non, mais il y a toujours une solution. Déjà, le fait que je sois ici, c'est que je suis pour. Et
je soutiens justement tous les entrepreneurs et tous les porteurs de projets. Je dis qu'il faut, la France ne peut pas se priver des énergies renouvelables. C'est impossible. Alors, après, moi, je pense qu'il y a une chose à laquelle, personnellement, je fais attention, et je pense qu'il faut faire attention. Cette idée de la planification, elle ne doit pas uniquement être menée sous l'impulsion de la pression du développement des EMR. Je pense qu'on est sur des sujets, il faut prendre un peu de hauteur. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'activités qui se développent sur la mer et sur le littoral, et il y a aussi une pression, un développement démographique qui, voilà, sur cet espace-là, sur cet aussi espace entre. C'est pas que sur l'espace maritime, c'est aussi sur l'interface mer-terre. Donc il y a un moment, il faut pas donner l'impression, je pense, aux acteurs de l'EMR que tout ça se construit ni contre les pêcheurs, ni contre eux, etc. Ça ne doit pas être un affrontement, je pense. Cette histoire de planification ne doit pas se résumer à une confrontation entre pêcheurs et énergéticiens. Je pense qu'il y a un moment, il faut avoir un projet global qu'on essaie de construire avec la stratégie nationale pour la mer et le littoral, et que la planification doit être vraiment l'expression de cette vision qu'on va essayer de donner à la stratégie. Je crois que Gérard Romiti n'a pas répondu à votre question. Là. Les projets qui se sont bien passés, qu'on peut citer comme exemple de modèle de concertation. Il nous faut une vision. On ne peut pas dire tel ou tel projet. Je regrette. On a même réussi en Méditerranée à mettre un projet pilote en Méditerranée. Donc, pour vous dire, soi-disant qu'en Méditerranée, nous sommes tordus. Nous ne sommes pas si tordus que ça. Mais ce que je veux dire, je me félicite de voir avec la passion dont mon voisin là, il met pour faire du surf. C'est louable, c'est très bien. Mais moi, je défends des gens qui travaillent depuis des millénaires. C'est un des plus vieux métiers du monde, avec les marins, bien sûr, de commerce, avec la marine nationale. Et puis, on était tout seuls. Et puis, un jour, on avait débarqué des plaisanciers, des voileux, des plongeurs. Les militaires aussi, beaucoup. Des militaires d'autres nations, d'autres États. Ne me menez pas sur ce sujet parce qu'il y aurait à dire. Non. Donc, si vous voulez, on est en train de préparer une nouvelle génération. J'espère, je ne sais pas si j'ai été très clair tout à l'heure, je parlais d'une méthode. Et je pense que nous sommes en train de la mettre en place. C'est vrai que l'affiche, elle est magnifique, on voit une belle vague, c'est les océans. Et je le pense très sincèrement, et même la pêche, au niveau des océans, nous sommes à l'ère, je dirais, glaciaire encore, sur la connaissance des océans. Même le pêcheur, il faut qu'il évolue, il faut qu'on aille de l'avant, mais il faut qu'on l'accompagne. Et c'est pour ça que la France, je me tourne vers le gouvernement, la France, il faut qu'elle ait un vrai ministère de la mer. Il nous faudrait un ministre délégué à la mer, au monde maritime, parce qu'on se sauvera par les océans. Merci Gérard Romiti pour cette annonce, cette attente. Eh bien, on va s'adresser maintenant à ceux qui portent les projets, les opérateurs des projets énergie marine renouvelable. Donc Frédéric Lelydec, président de la commission énergie marine du syndicat des énergies renouvelables. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il était également directeur de la business unit énergie marine renouvelable chez DCNS. Donc, Jean-Louis Ball vous l'a rappelé tout à l'heure, et puis Bruno Légevin, dans son discours au nom de Laurent Michel, le directeur général de l'énergie et du climat, et au nom du ministère, vous l'ont dit. Donc maintenant, vous avez une PPI modifiée, PPENR, j'ai tendance à l'appeler PPENR, on va dire. Ça fait un petit peu un moyen terme. Donc, est-ce que vous avez suffisamment de visibilité? Est-ce que vous pouvez continuer? Et si vous continuez sur le développement de vos projets, réaction par rapport à ce que vous avez entendu sur la nécessaire concertation avec les usagers qui sont déjà sur place? Oui, vous savez... Moi, ça fait bientôt 10 ans que je me passionne pour les énergies marines renouvelables. Et si on a le devoir d'être passionné, il faut être aussi réaliste. Et il faut penser que ces énergies-là n'existeront que si elles sont acceptables. Alors, accepter, c'est donc qu'on sache concilier, qu'on sache cohabiter avec les différents usagers de la mer, bien sûr. Et acceptable, c'est que, excusez-moi cette mauvaise formule, mais il faut que le prix de l'énergie ne soit pas inacceptable.
Et donc, pour que le prix de l'énergie ne soit pas inacceptable, il va nous falloir investir. Donc, déjà, pour ma part, ça fait une dizaine d'années que je suis suivi par mon groupe. Et puis, j'en profite pour saluer des anciens qui sont dans la salle et qui travaillent depuis plus de 10 ans que moi encore à l'avènement de cette nouvelle filière industrielle. Donc, il nous faudra investir pour produire de façon à un coût compétitif et à un coût acceptable. Et donc, pour investir, il nous faut effectivement de la visibilité dans l'espace géographique, l'espace marin bien sûr, hein, et puis de la visibilité dans le temps de façon programmatique. Donc effectivement, d'un point de vue visibilité temporelle, les choses s'améliorent. La loi de transition énergétique a fixé des cadres, un cadre général. Nous n'avons pas encore la PPE, mais nous avons effectivement une PPI qui précise les nouveaux objectifs et la date à laquelle on aura des appels d'offres et leur attribution pour l'éolien offshore posé, pour l'éolien flottant et l'hydrolien. Donc pour ce qui est de l'hydrolien, c'est 2020. 2020, l'attribution 2019, l'appel d'offres 2020, l'attribution. Et pour l'éolien flottant, 2020, oui c'est ça, 2020, l'appel d'offres et l'attribution un an après. Donc effectivement, on a eu tout à l'heure les premières lignes directrices que pouvait pousser l'administration énoncée par M. Legevin. Évidemment que le CER se tient à la disposition et invite et sera force de proposition pour travailler avec l'administration pour préciser tout ça, parce que il faut préciser les modalités de cet appel d'offres, il faut préciser les procédures de l'appel d'offres. Ce qui est assez intéressant, c'est que si on veut qu'effectivement un appel d'offres soit fait, par exemple pour l'hydrolien en 2019, il faut travailler d'ores et déjà sur le zonage, la concertation, la compréhension des études à faire, pour ne pas qu'il y ait, après une phase d'expérimentation qui sera celle des fermes pilotes, qui ont déjà été attribuées par un AMI spécifique de l'ADEME, toujours pour l'hydrolien, mais pour l'éolien flottant bientôt, j'espère. Il ne faudrait pas qu'il y ait un arrêt dans la production ou un arrêt dans la visibilité. Voilà. Donc effectivement, les choses s'améliorent. Un gros travail à faire et ce qui est très bien, c'est qu'on va voir tout de suite les choses devoir se faire dès cette année ou dès les tout prochains mois pour tenir les jalons qui sont annoncés en 2020-2021. La temporisation, la planification temporelle des choses vous convient bien. Vous venez d'évoquer les fermes pilotes. Vous avez évoqué l'appel d'offres pour des fermes commerciales. Tout ça vous va bien? Ça va s'étaler correctement dans le temps? Si le calendrier est tenu, ça nous ira. Alors après, ça dépend. Les acteurs n'ont pas tous le même rythme de développement, et il faudra qu'il y ait des fenêtres d'opportunité, des fenêtres d'appel d'offres pour l'ensemble des technologies, qu'elles soient les toutes premières comme celles qui sont un peu plus innovantes et qui arriveront dans un deuxième temps. Le marché des énergies marines renouvelables est un marché mondial. Donc si la filière veut attaquer un marché mondial, il est quand même plus simple et plus efficace d'avoir un premier marché domestique pour faire ses armes avant d'aller à l'international. Donc le plus tôt sera le mieux. C'est ce que nous visons, nous, chez DCNS, mais c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on souhaite à la France, de créer des emplois industriels en France, en bord de mer, puisqu'il y a quand même une forme de revanche des territoires marins, puisque là, on aura des emplois au plus proche de la ressource, dans un premier temps. Donc on fera avec ce calendrier. Il faudrait qu'il ne faille pas attendre 5 ans, par exemple, après l'attribution pour voir les premières machines produites. Donc il faut anticiper pour tout ce qu'on peut anticiper en matière de zonage, en matière d'études d'impact, en matière de concertation, pour que ça soit efficace. D'un point de vue planification spatiale, les objectifs du CER qui nous semblent atteignables, j'aime à les rappeler, c'est 15 gigawatts d'éolien offshore posé, c'est 6 gigawatts d'éolien flottant et c'est 3 gigawatts d'hydrolien. 15 gigawatts d'éolien offshore posé, c'est moins de 1% de l'espace maritime métropolitain. Je ne regarde pas, bien sûr, les espaces outre-mer, puisque là, on n'arriverait même pas à mesurer la surface d'emprise des éoliennes offshore. Donc ça nous paraît conciliable. Il faut qu'on travaille bien sûr là-dessus pour que ça soit pour réduire et travailler en concertation avec toutes les parties prenantes. Et on est évidemment, là aussi, j'ai fait un appel à l'administration tout à l'heure, on est bien sûr à la disposition de toutes les parties prenantes, les pêches comme
les surfeurs, enfin tous les usagers de la mer pour travailler avec eux, pour comprendre, les écouter, nous leur proposer aussi et leur présenter les enjeux qui sont les nôtres. Voilà. Alors, vous êtes juste à côté du Kakemono de Marc Lafosse, Blue Sign, qui présente Synergie, qui va se dérouler demain, après-demain. Pour autant, vous allez nous rééquilibrer un peu entre les éoliennes et les autres énergies marines renouvelables. Vous venez d'évoquer le passage à des appels d'offres pour des fermes commerciales. Il va falloir trouver des sites. Quelle est la différence fondamentale entre trouver un site pour faire de l'éolien offshore, qui soit posé au flottant, et pour faire de l'hydrolien? On imagine bien qu'il faut de la ressource dessous, mais encore. Dans le renouvelable, il y a toujours quelques des grandes basiques qui sont évidemment la ressource, avoir une ressource, un accès au réseau, bien sûr, et une acceptabilité, le fait que le projet se fera parce que les gens l'acceptent. Hein. Donc, effectivement, il y a des endroits où il y a tellement de surface possible qu'il va falloir travailler beaucoup pour trouver les meilleures zones. Et puis, il y a des technologies comme l'hydrolien, où là, pour le coup, c'est peut-être plus compliqué parce qu'on n'a pas d'espace de liberté dans le choix de la géographie, mais en France, on a 2 sites, un au large d'Ouessant, entre Ouessant et Brest, donc le Front-Veur, et un dans la Manche, dans le Raz-Blanchard, entre les îles anglo-normandes d'Aurigny et la Manche. Donc effectivement, là, pour ce qui est de l'éolien flottant, je pense qu'on est certain nombre d'entre nous, et d'éoliens offshore posés, à avoir un certain nombre d'idées, il va falloir travailler, trouver le meilleur endroit, et l'hydrolien, ça s'impose un peu à nous. Hydrolien, le potentiel global, vous avez évoqué 3 gigawatts au niveau de l'appel d'offres. En imaginant qu'on cherche un petit peu plus finement, vous imaginez à combien le potentiel équipable en France? Et du coup, la deuxième partie de ma question, c'est finalement, sans export, pas d'hydrolien, pas de filière industrielle sérieuse, si on ne s'intéresse pas dès le départ à l'export. Donc, le potentiel hydrolien, alors, il y a un potentiel qui existe aujourd'hui avec les technologies que l'on connaît, qui nécessitent des courants de très forte intensité. Il est de quelques gigawatts, effectivement 3 gigawatts. Demain, dans une décennie où on ira évidemment chercher des courants moins puissants qui permettront d'augmenter le potentiel français. Donc aujourd'hui, moi, je considère qu'avec les technologies d'aujourd'hui, c'est à peu près 3 gigawatts qu'il faut considérer comme un potentiel possible. Alors, je n'ai pas compris la deuxième partie de votre question, pardon. La nécessité d'aller tout de suite vers l'export. Vous avez parlé tout à l'heure de l'importance d'avoir un marché intérieur sérieux. Vous avez dit faire ses armes, mais c'est surtout qu'il soit crédible. Effectivement. Donc, nous pensons que pour être à un prix de l'énergie intéressant, il faut savoir produire une hydrolienne. Vous vous rappelez, enfin, pour ce qui est des hydroliennes DCNS, ce sont des engins de très grande taille, hein, l'équivalent d'un immeuble de 7 étages. Et il s'agit d'en produire une par semaine, pardon, donc 50 par an. Hein, donc, et puissance unitaire de ces machines? Puissance unitaire? Alors, c'est directement lié à la ressource, mais disons 2 mégawatts quand elles sont installées dans le Raz-Blanchard. Hein, ou 2 mégawatts quand elles sont installées en baie de Fundy au Canada. Voilà. Celles qu'on met au Front-Veur sont dimensionnées pour 2 mégawatts, mais la ressource étant inférieure à celle du Raz-Blanchard, elles produiront moins. Et donc, effectivement, le marché, il est mondial, et il y a des poches distribuées autour de la planète, et il est possible, pour certains équipements stratégiques, de les exporter. Je parle les pales, par exemple, on envisage de faire les pales à l'Orient, et elles seront exportées sur toute la planète pour équiper toutes les hydroliennes de la planète. Donc, avoir un premier marché nous permet d'attaquer très vite la courbe d'apprentissage et de se projeter ensuite à l'international, oui. Une toute dernière question, Frédéric Lelydec, avant de donner la parole à la salle. Il se trouve que dans cette salle, il y a Jérôme Biret, président de la commission ultramarine du syndicat des énergies renouvelables, si je ne dis pas de bêtises. Il s'intéresse beaucoup à ce qui se passe dans les DOM. On a évoqué tout à l'heure avec Catherine Chabot le rafraîchissement à partir d'eau de mer, climatisation ou rafraîchissement plutôt des bâtiments à partir de l'eau de mer. On a brièvement évoqué l'ETM, énergie thermique des mers, qui joue sur la thermocline en allant chercher différentiel de température. Dans les départements d'outre-mer, c'est l'idéal. On a 20 degrés quasiment de delta T. Donc, quid d'une PPE ultramarine? Qu'est-ce qui va se passer dans ces régions-là? Et puis là, vous êtes directement concerné aussi. Donc, effectivement, il n'y a pas... la PPI est réservée aux
au potentiel métropolitain. Il existe, les PPE ultramarines ne sont pas encore publiques et elles seront publiées, je crois, prochainement, mais ce n'est pas encore le cas. Donc effectivement, en outre-mer tropicale, pour ce qui intéresse l'énergie thermique des mers, que ce soit pour de la climatisation à partir de l'eau pompée en très grande profondeur, ou donc de l'énergie sous forme de froid, ou de l'énergie pour faire de l'électricité sous forme d'ETM, on a un potentiel côté Caraïbes, hein, Guadeloupe, Martinique, et côté océan Indien avec la Réunion et Mayotte. Et puis en allant en dehors des départements d'outre-mer, on va chercher des îles comme Tahiti, la Nouvelle-Calédonie, des territoires d'outre-mer qui ont une forme de potentiel. De notre point de vue, pour ce qui est des CNS en tout cas, et puis je suis, je crois, un des rares acteurs français à travailler dans l'énergie thermique des mers, non pas la climatisation à partir de l'eau froide, mais nous on fait de l'électricité. Un des rares acteurs aujourd'hui, mais ça fait 100 ans qu'on en fait de l'énergie thermique des mers. Voilà, un des rares acteurs vivants, pardon. Voilà. On travaille sur la Martinique. On a, avec la Réunion, la Guadeloupe et la Martinique, des îles qui sont un peu atypiques dans le paysage caribéen, enfin dans le paysage ultramarin ou intertropical, où on a des îles plutôt comme développées, plus développées qu'ailleurs, et où on a un coût de l'électricité qui est relativement bas, hein, toute proportion gardée, il ne faut pas le comparer à celui de la métropole. Et en plus, on a un tarif d'achat qui est péréqué, où la CSPE vient aider l'achat. Donc on n'est pas dans un environnement propice au développement des énergies marines renouvelables, puisque le coût de l'énergie est nettement inférieur à des coûts de l'énergie qu'on va trouver à Wallis et Futuna ou dans les Philippines, où le coût de l'électricité peut coûter jusqu'à 700-800 $ le mégawattheure. Merci Frédéric Ledidec. Quand je vous ai posé la question tout à l'heure de savoir quelles étaient les conditions pour un bon site hydrolien, vous avez répondu, je crois, dans l'ordre ressources, acceptabilité, accessibilité et réseau. Dans quelques minutes, je donnerai la parole au président de RTE, François Brotte, qui attend au premier rang. Juste avant, puisqu'on n'est pas en retard, on peut prendre quelques questions de la salle. Si toutefois il y a des micros. Oui, il y a des micros. Donc si par rapport à tout ce qui vient vous être présenté, vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, là je sais que ce n'est pas une question. Est-ce qu'il y a une autre main qui se lève? Vous me promettez de faire court. C'est promis. J'ai très peur. Veuillez donner le micro à monsieur qui va se présenter. Je vous donne 2 minutes chrono. Attention, c'est parti. Vous avez, mesdames et messieurs, ici, le doyen. Vous avez dit que ça fait 10 ans que vous faites des énergies marines renouvelables. Lui, ça fait 70 ans. Donc, vous avez le doyen. Passez-lui un micro. Non, pas au pupitre. Voilà. Bonjour, 2 minutes. 2 minutes de témoignage. D'accord, je me présente. Je suis né en 1924, donc je suis probablement le doyen. J'ai eu des différentes activités. Parlez bien près du micro. Pardon, je suis un ancien de l'école de chimie de Nancy en 1949. Depuis, j'ai fait des tas d'activités diverses, principalement dans le domaine du pétrole et du gaz, du traitement sur champ. J'étais le patron en France de la filiale de BSB. Nous avons développé en 1962 à Cyromel, qui était le plus important gisement de gaz disponible. Mais on est sur les énergies marines renouvelables. Non, je reviens tout de suite. D'accord. Parce que de là, ça a amené la première usine de liquéfaction à Arzeux, qui a créé le départ du transport du gaz naturel par bateau. Par la suite, avec Comex et CMP, nous avons implanté pour expérimentation à Abu Dhabi le premier séparateur sous-marin en 1970 et quelques. Depuis, en réfléchissant aux différents problèmes, et là je vais revenir avec Catherine Chabot et M. Romiti, je me suis dit, mais en mer, il y a de l'eau et du vent. Pierre-Étienne m'a dédicacé son livre « Du vent en quantité, de l'eau inépuisable, vive l'hydrogène ». Donc, notre approche est de dire, pour le moment, on transporte surtout l'électricité à terre par des câbles. Comme il y a des surplus d'énergie électrique, on est amené très souvent à faire de l'hydrolyse à terre pour stocker sous forme d'hydrogène. Notre idée, c'est qu'il est peut-être possible, dans certains cas, de faire de l'hydrogène directement sur les plateformes et de l'exporter sous pression. Maintenant, on a la technologie pour le faire, qui permettrait, là je rejoins Catherine Chabot et M. Romiti, d'éviter des problèmes de câbles entre la production d'énergie et l'arrivée à terre. Dans certains cas,
à voir si on a des grandes quantités, ça serait de faire de l'énergie, de l'hydrogène directement en mer, correspondant à des centaines et des centaines de mégawatts, et de transporter l'hydrogène sous forme de gaz dans les tuyaux, ou flexibles ou métalliques. Voilà. Merci Paul Tournou pour ce témoignage et 92 ans la semaine prochaine, d'après ce que j'ai compris. Merci beaucoup. Il y en a qui vous écoutaient très attentivement, hein, puis je sais qu'il y en a dans la salle qui réfléchissent déjà à ça, mais ils vont en parler tout à l'heure. Voilà, mais partez pas au courant parce qu'il veut vous parler. Réaction, si vous voulez? Non? Oui, non? Des CNS? Non? De l'hydrogène, là, sur... non? Ça vous tente pas? Très bien. Autre question? Catherine Chabot. Voilà. Non, je voudrais juste faire une remarque. Au moment du Grenelle de la mer, je découvrais, même avant ça, je découvrais que le TM, ça date de 1920, hein, c'est ça? Oui, c'est Georges Claude qui C'est ça. sur ma mémoire. Et on me disait, mais le problème, c'est que cette énergie ne sera jamais mature. Et pourquoi cette technologie surtout, parce que voilà. le tuyau tombait toujours au fond de la mer. Voilà, que la technologie, on m'expliquait que la technologie d'avoir des tuyaux relativement larges n'était pas si facile à mettre au point. Et je me suis toujours posé la question, mais si on arrive à aller sur la Lune et on n'arrive pas à mettre au point un large tuyau. Moi, c'est une question ouverte que je pose. J'ai un problème avec cette réflexion sur la maturité des énergies marines. Bon. Oui, c'est presque une question, mais bon, enfin, le tuyau a un gros diamètre, il faut des gros volumes d'échange, il descend jusqu'à chercher la thermocline à Je pense des qu'à un moment, il centaines faut de mettre mètres des de moyens. profondeur. Si on ne met pas des moyens, on n'avancera pas. Voilà. Il y a un moment, il faut se poser la question. Et c'est ça l'innovation aussi. Il y a un moment, il faut décider politiquement d'aller sur tel ou tel... Mais je crois que le gros problème, Voilà. c'était la fixation du tuyau sur la barge. Enfin, on ne va pas rentrer dans les détails Oui. techniques, mais voilà. Et il y a des nouveaux matériaux qui aujourd'hui le permettent. Question, réaction de la salle par rapport à tout ce qui vient d'être dit? Oui? Non? Non? C'est bon? Vous êtes sûr? Mais je vais proposer à ce moment-là, vous en apercevez une au fond? Ah oui, mais alors là, vous êtes vraiment caché. Tout au fond, à côté de la régie. Vous êtes reconnu, Boris Federowski. Oui, pour prolonger ce qui vient d'être dit, alors l'exportation d'hydrogène fabriqué sur des sites d'EMR, oui, et pourquoi pas utiliser l'énergie dans l'avenir sur place, sur des plateformes multifonctions. Ce serait les synergies dont parlait Catherine Chabot et pas seulement la conciliation. On pourrait imaginer de faire de l'aquaculture avec l'énergie produite ou d'autres activités. Je sais bien que ce n'est pas dans 3 ans, mais ça se prépare dès aujourd'hui. Donc c'était cette réflexion que je voulais faire. Merci beaucoup. Autre question ou réaction? Non, je crois que cette fois-ci... Si, bon alors allez-y. Présentez-vous bien, s'il vous plaît. Levez-vous, que la caméra puisse vous... Oui, bonjour, Nicolas Jante de la communauté de communes Marais-Nadour Côte-Sud dans le sud des Landes. On parle beaucoup d'éolien, d'hydrolien, et le houlomoteur, on en parle moins, alors qu'il me semble que sur la côte aquitaine, c'est un gisement qui est bien plus important. Est-ce que là aussi, il n'y aurait pas plus d'efforts à mettre dans la R&D sur le houlomoteur? Alors, Jean-Louis Ball en a parlé dans son discours d'ouverture du houlomoteur. Est-ce que Frédéric Lelydec veut apporter un élément de réponse au nom du syndicat? Oui, je peux dire quelques mots, bien sûr. Il y a eu plusieurs appels d'offres de soutien à la R&D pour développer par l'ADEME, pour soutenir les développements des industriels dans le domaine de la R&D et des houlomoteurs. Aujourd'hui, il y a sur la planète de nombreuses technologies en cours de développement. On est sur l'éolien offshore, même sur l'éolien flottant, on est proche d'avoir une architecture unique ou quasi unique, où on a parfois deux architectures de machines en compétition, mais on commence à avoir une forme un peu normée, une architecture un peu normée des choses. Sur le houlomoteur, il y a encore beaucoup de technologies en compétition. Et certaines vont sûrement émerger. Je connais moins bien ce marché-là, mais il y a encore un peu de travail de R&D, je pense, pour avoir un niveau de maturité de ce qu'il y a dans l'hydrolien, et je ne parle pas de l'éolien offshore posé. Allez voir sur l'exposition Synergie, je pense que vous aurez beaucoup de réponses sur le houlomoteur à terre, le houlomoteur fixe, le houlomoteur flottant, etc. Vous aurez sans doute les réponses.
Alors, je vais laisser pour conclure cette table ronde la parole à François Brotte. Donc, il est président de RTE, Réseau de transport électricité. C'est notre gestionnaire de transport et chargé également de l'équilibre entre offre et demande. Il va en plus pouvoir répondre à ce qui vient d'être dit concernant la production d'hydrogène sur des barges en mer, juste à côté des ouvrages de production d'électricité. Je ne crois pas que ça l'arrange beaucoup, parce que sinon, si on se met à produire de l'hydrogène et à le rapporter à terre, qu'est-ce qui va rester dans ces tuyaux à lui qui s'appellent des câbles électriques? Donc François Brotte, produire toutes ces énergies marines renouvelables, c'est bien. Les raccorder au réseau, c'est mieux. Vision du président du réseau de transport. Catherine Chabot, vous vouliez ajouter une toute petite chose auparavant. Très Pardon, court, j'ai failli oublier. je pense que pour aider à la conciliation, j'invite les porteurs de projets à s'intéresser à un concept d'infrastructure à impact positif. Boris Fedorovski évoquait le développement d'aquaculture autour de sites. Moi, je pense qu'un site éolien offshore, ça peut être regardé aussi comme un espace d'aquaculture. Voilà, regardez ces notions, ces concepts d'impact, d'infrastructure maritime à impact positif. Merci. Où on redéploie de la biodiversité dans un site industriel marin. Les Japonais sont très forts là-dessus, il paraît. Ils donnent un certain profil aux Absolument, fondations. c'est le concept, une pour, infrastructure maritime, qu'elle soit métallique ou béton, elle peut être conçue, et il y a des chercheurs qui travaillent, moi j'en connais un bien, Sylvain Pioche, qui à l'université de Montpellier travaille sur ce concept, qu'il n'arrive pas à vendre en France, qu'il vend aux États-Unis, je vous le dis, et qui conçoit à la fois des pieds, que ce soit une digue de port ou même un port dans son intégralité ou un pied d'éolienne offshore, il la regarde comme étant un potentiel site, un récif artificiel, site de production de biodiversité. Alors, merci madame, merci messieurs, restez en place. Merci d'avoir participé à cette table ronde et donc la vision du gestionnaire de réseau de transport sur toutes ces activités. Merci, bonjour à tous. Ce ne sera pas forcément une conclusion de la table ronde, parce que j'ai quand même prévu de vous parler un peu d'RTE aussi, même si ce n'est pas éloigné du sujet. Je veux saluer bien sûr à mon tour le président du syndicat des énergies renouvelables, cher Jean-Louis, président de l'ADEME, cher Bruno, madame la déléguée. Je veux saluer aussi quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais qui mérite d'être connu, qui s'appelle Arnaud Leroy, qui est député, et qui accessoirement vient d'élaborer une proposition de loi qu'il a fait voter sur la croissance bleue. D'où sa présence et je crois la bonne connaissance de l'ensemble des acteurs économiques de la filière. Et comme je l'ai côtoyé dans une vie précédente, je sais quelle est son implication et son travail dans ce domaine tout à fait remarquable où l'inconciliable est toujours au rendez-vous du conciliable. Et on peut compter sur l'énergie de Catherine Chabot, son enthousiasme pour que contre vents et marées, toujours et en tout lieu, tout le monde trouve un accord. C'est formidable hein, quand on vous écoute, on se dit qu'il faut qu'on vous emmène dans tous les endroits où il y a de la concertation un peu difficile. Nous, on a quelques sujets, hein, si vous avez de la disponibilité sur Terre aussi, c'est bien volontiers que je vous inviterai à y participer. En tout cas, j'ai compris aussi que c'était parfois plus facile de lancer des référents mer que des référendums. Ce n'est pas un jeu de mots, mais ça veut dire que la concertation doit parfois prendre des tournures un peu inattendues. Je dis quand même quelques mots de ce qui s'est dit à la table ronde, puisque sinon, après, vous allez encore me faire quelques reproches dans un prochain débat. Généralement, c'est comme ça que ça se passe entre nous, n'est-ce pas ? Monsieur le pêcheur, j'ai compris que finalement, vous fonctionnez un petit peu comme RTE. C'est-à-dire qu'il fallait bien se comprendre en proximité, mais que la décision était nationale. C'est ça que vous nous avez expliqué tout à l'heure. Hein, voilà, j'ai bien compris. Ça m'a rassuré d'ailleurs, parce que je me dis parfois qu'on a un fonctionnement un peu centralisé, mais je vois que même dans les fédérations militantes de toutes les pêches, c'est aussi comme ça qu'on fonctionne et qu'on entend être respecté. J'ai compris aussi, Monsieur Marcoux, que vous aviez pour la mer et l'océan une passion particulière et que les énergies renouvelables ménageant la planète, la préservant, elle préservait ce paysage qui vous est cher. Et donc c'est la raison aussi pour laquelle vous militez de façon assez marquée pour l'ensemble de ces énergies qui ne portent pas atteinte finalement à l'attractivité pour vos sports. Et si j'en crois ce que disait Monsieur Le Lidel, j'ai visité des CNS il y a peu avec mes équipes. J'ai vu en vrai de vrai sur Terre une hydrolienne. J'ai remarqué, si toutefois on ne le savait pas, que DCNS n'est pas assez connue sur ces terrains-là et qu'elle est une des championnes du monde en matière d'énergie renouvelable, notamment
pour ce qui est de l'hydrolien, demain de l'éolien flottant, si j'ai bien compris les marchés sur lesquels vous êtes. Vous nous avez rappelé à juste titre que nous étions là dans des industries du temps long et qu'il fallait arborer la patience et la constance quand on porte des projets, que ce soit d'ailleurs dans le domaine maritime ou dans tous les autres domaines. Et je veux juste évoquer un souvenir, moi aussi, puisque vous l'avez fait. J'ai été dans une précédente vie président de l'Association nationale des élus de la montagne et j'ai animé souvent des tables rondes sur les différents usages de l'eau. Il ne s'agissait pas des océans ou de la Méditerranée. C'était juste, est-ce que c'est compatible une centrale hydroélectrique avec les poissons, avec les pêcheurs? Est-ce qu'on peut faire des réserves collinaires pour les canons à neige? Est-ce que quelque part l'eau potable dont on a besoin dans la vallée va être compatible avec ces usages entre guillemets économiques de l'eau? Voilà, c'est la même chose sur la terre comme sur la mer. Dès qu'il y a plusieurs acteurs qui ont intérêt à agir ou à utiliser une ressource naturelle, forcément il faut essayer de trouver un accord et c'est pas facile. Et permettez-moi de dire que c'est parfois la faute de la méthode. Mais je connais des endroits et je connais des acteurs qui parfois prennent prétexte de la méthode pour de toute façon aller jusqu'au bout dans leur opposition définitive à un projet. Donc il faut trouver, avec la bonne foi qui convient, le chemin d'une sagesse pas toujours partagée. Et en tout cas, on doit avoir de la bonne volonté. Moi, ce que je retiens ici, et le président du CER est là pour nous le rappeler chaque fois, la ministre, Madame Royal aussi, l'a toujours dit, il ne faut pas opposer les énergies les unes aux autres. Il ne faut pas de sectarisme dans ces domaines. Et donc, pour répondre à la préoccupation qui devrait m'angoisser, moi, je suis un grand partisan, par exemple, de l'hydrogène décarboné et du power to gas, c'est-à-dire la capacité qu'on a à transformer en hydrogène le trop-plein d'électricité, notamment intermittente, venant de l'éolien. Et donc, un réseau de gaz à proximité d'un réseau électrique, ça peut faire bon ménage. Et donc, c'est une conciliation qui doit être appelée de nos voeux pour l'éternité. Après, est-ce que c'est plus facile de tirer un câble ou bâtir un port pour transporter du GNL? Ça, je ne suis pas sûr que sur le plan de la facture, la deuxième solution soit plus simple que la première. Alors, évidemment, lorsqu'on évoque la mer, il ne faut pas qu'on soit tiède, et je vois que c'est un chiffre qui n'est pas donné dans tous les grands spécialistes, je n'en suis pas, mais j'en ai beaucoup parlé avec mes amis des territoires d'outre-mer. Il ne faut pas oublier que la France, dans son ensemble, est, si je ne m'abuse, je parle sous le contrôle de Madame la déléguée, le premier domaine sous-maritime du monde. Et le deuxième domaine maritime du monde, à quelques encablures, si j'ose dire, c'est pas le terme marin, des États-Unis. Donc c'est quand même remarquable, ça veut dire qu'on fait la course en tête, qu'on peut faire la course en tête, même si je comprends, et c'est peut-être culturel, que parfois nous sommes moins tournés vers la mer que d'autres pays qui ont finalement moins de littoral et moins de surface maritime. Parce qu'on a tellement de richesses à l'intérieur aussi qu'on se dit, après tout, celle-là, on n'a peut-être pas besoin tout de suite. D'ailleurs, c'est pour ça que les pêcheurs étaient assez tranquilles jusqu'à présent. C'est moins vrai maintenant. Et donc, nous sommes, je crois, au début d'une histoire, au tout début. La preuve, et j'en fais amende honorable, nous avons une très bonne application, j'en fais la pub à RTE, qui s'appelle Eco 2Mix. Ça se charge sur votre téléphone portable et ça dit en temps réel quelle est la consommation électrique, quelle est la production électrique, d'où vient cette production par métropole et par grande région et au plan national. Il se trouve que, je le vérifie encore tout à l'heure, nous n'avons pas les énergies marines encore dessus, parce qu'elles ne pèsent pas assez pour qu'elles puissent être relativement comparées à l'éolien terrestre ou au solaire ou à la biomasse. Et donc c'est vrai que dès que nous aurons les énergies marines sur notre application, c'est qu'on aura implanté concrètement raccordé au réseau un certain nombre de parcs de l'énergie marine renouvelable. Ce que je tiens à dire, c'est que RTE et ses équipes sont évidemment proactifs, volontaires et expérimentés. En effet, nous connaissons bien le sujet puisque la question du raccordement et de son atterrage, la question de la pose et l'entretien du câble en mer, nous le connaissons puisque nous sommes un réseau qui, depuis 1986, je crois, exploite déjà une liaison, une interconnexion sous-marine entre la France et l'Angleterre. D'autres projets sont en cours. On dit 1700 km dans le panneau qui est affiché sur le stand de RTE. C'est les projets, ce n'est pas encore ce dont nous disposons et la discussion va être encore un peu longue, mais toujours est-il que nous pouvons effectivement faire valoir cette expérience. Et nous sommes en quelque sorte le réseau qui donne la vie au modèle économique des énergies marines renouvelables. Vous l'avez dit tout à l'heure, si on fait un parc et qu'il est raccordé à nulle part, il n'y a pas de modèle économique, on ne peut pas vendre ce qu'on produit, c'est embêtant. Alors on peut avoir des rêves d'autonomie, vous avez raison, à une échelle peut-être plus réduite, mais ce n'est pas sûr que ça fasse vivre des modèles économiques de nature industrielle qui sont portés par des gens qui investissent beaucoup d'argent pour effectivement pouvoir exploiter durablement, et ce sont des contrats de 20 ans,
à des prix qui doivent être compatibles avec à la fois leur porte-monnaie, mais aussi celui pouvoir d'achat des ménages. Et c'est pas toujours facile de trouver la bonne règle. En tout cas, un parc sans réseau, c'est comme, je ne sais pas, une brosse sans cheveux, comme disait l'autre, mais je ne cite personne. Nous avons aussi à considérer que le réseau fait que ces parcs ne sont pas un monde à part, et qu'en tout état de cause, c'est bien l'intégration de ces parcs de production dans le mix électrique, leur intégration dans le foisonnement de l'ensemble des renouvelables, qui donne de la pertinence économique et de la maturité industrielle, vous avez utilisé le terme, aux énergies maritimes renouvelables. En fait, maturité, ça veut juste dire qu'on a trouvé la bonne voie entre un niveau d'investissement et quelque part son retour sur l'investissement. Ça veut dire qu'on est capable de faire fonctionner quelque chose industriellement sans que ça tombe en panne toutes les 5 minutes. C'est un peu ça qu'il y a derrière cette notion de maturité qui renvoie effectivement souvent à l'élaboration de prototypes qui coûtent cher. Parfois on se plante, parfois on réussit. En tout cas, là où vous avez raison, madame, c'est que si on n'essaye pas, on est sûr qu'on n'y arrivera pas derrière. Et donc, en tout état de cause, beaucoup d'expérimentations ont lieu. Je crois que les pouvoirs publics, et l'ADEME en particulier, que je veux saluer aussi sur ces questions-là, apportent de l'argent de façon conséquente pour que des prototypes puissent être faits et qu'on explore de nouvelles voies. On n'a pas vocation à toutes les accomplir pour l'éternité, mais c'est comme ça qu'on peut avancer. Alors, c'est vrai que nous avons, et vous avez sur les énergies maritimes renouvelables, des atouts remarquables. Une productivité plus importante au large, parce qu'on me dit que les vents sont plus réguliers et plus prévisibles. Un éolien flottant, et c'est votre entreprise qui me l'a expliqué, qui effectivement est plus souple à utiliser. Ça se répare sur terre, ça peut s'éloigner un peu plus des berges, donc sur le plan du paysage, on trouve parfois des compromis plus faciles. Et puis, l'hydrolienne qui est aujourd'hui une énergie robuste, comme je le disais tout à l'heure, sans vent, mais avec des marées parfaitement prévisibles et programmées. Donc c'est une sorte d'intermittence maîtrisée. Et je ne vous cache pas que pour un gestionnaire de réseau, l'intermittence maîtrisée, c'est un rêve qu'on fait tous les jours. Parce que sinon, c'est parfois des cauchemars. Mais ça, c'est notre métier. Et les techniciens de l'entreprise RTE, que j'ai l'honneur de présider, adorent effectivement être dans des situations presque ingérables, parce qu'ils arrivent toujours à trouver la solution. Et donc ça, c'est le côté magique. Mais comme d'autres productions, les énergies marines renouvelables ne se trouvent pas forcément à proximité des lieux de consommation. C'est pour ça que l'autonomie, oui, mais à condition que le parc corresponde pile poil à ce qui se passe en consommation sur le territoire où il est implanté. Donc le réseau de transport, ça a été dit tout à l'heure, d'électricité français, est un atout pour les EMR. En effet, la configuration du réseau est un avantage concurrentiel pour la filière énergie marine française, parce que contrairement à d'autres pays, le réseau de transport approche les côtes françaises et il nécessite peu de développement terrestre pour accueillir cette production renouvelable supplémentaire. Qu'on se le dise, nous sommes en capacité d'être raccordés ou raccordables dans beaucoup d'endroits du littoral, sans forcément accomplir de nouveaux chantiers. Les productions évacuées seront effectivement importantes et il y a nécessité de garantir cette évacuation pour qu'elle soit valorisée sur les marchés les plus larges possibles. On a dit tout à l'heure marchés internationaux, marchés européens. Je rappelle qu'aujourd'hui, la France a 48 interconnexions avec les pays voisins. Il y en a encore 5 qui vont se construire. Je rappelle que la bourse EPEX, qui gère les échanges au niveau de l'électricité, a acheminé l'équivalent d'une capacité de 20% de la consommation française électrique l'année dernière. Ça veut dire que ces échanges ont pris énormément de sens. Et donc, c'est bien pourquoi le offshore allemand arrive parfois à être, même souvent, acheté pour nos productions en France. Pas forcément d'ailleurs parce qu'on manque de production, mais parce que là, les prix sont moins chers. Et comme nous avons une plaque électrique d'un marché européen aujourd'hui, tous ceux qui construiront des parcs maritimes sur le littoral français auront la capacité, grâce au réseau, de pouvoir en faire une exportation aussi large, sans forcément devoir implanter des parcs de production très très loin. L'un n'empêche pas l'autre d'ailleurs, et j'entends aussi que quand on est prophète en son pays et qu'on y fait des applications, on a plus de capacité à convaincre commercialement les autres pays que ce qu'on fait est bon pour le monde. Donc nous avons déjà largement engagé le développement des énergies renouvelables terrestres, vous le savez bien, et le président du CER y a pris sa part, moi aussi à ma façon, dans une autre vie, pour simplifier un certain nombre de procédures. Et RTE est mobilisé pour réaliser le raccordement des 6 premiers parcs éoliens offshore français. Et pour RTE, les énergies marines renouvelables sont source d'innovation à tous les étages. Alors je vais signaler quelques défis.
4 ou 5. Un premier défi, c'est réaliser le raccordement des premiers parcs offshore avec un niveau de qualité optimal et dans les délais. Alors c'est vrai que la proximité du réseau de transport bien dimensionné est un atout, je le disais tout à l'heure, mais poser des câbles jusqu'à 35 mètres de profondeur, c'est quand même un boulot qu'il faut maîtriser, qui a quelques contraintes. Faire en sorte que la jonction entre les câbles terrestres et les stations tout à fait adaptées à cette jonction sur le terrain puisse effectivement nous imposer et nous amener à conjuguer une expertise traditionnelle de notre métier, mais celle aussi de compétences de sous-traitants qui aujourd'hui nous permettent de trouver des solutions qui améliorent les enjeux auxquels nous sommes confrontés, puisque ces enjeux sont de plusieurs natures. Il y en a un, je l'ai dit tout à l'heure, c'est dans les délais. Il faut absolument que notre raccordement et nos stations soient là au moins en même temps que la première éolienne, qu'elle soit flottante ou posée. Un terme d'ailleurs qui me paraît étrange. Poser, on a le sentiment que c'est presque comme poser un bibelot. Poser une éolienne sur le fond marin, c'est autre chose. Bref, c'est ainsi, je respecte le terme. Mais il y a aussi des défis techniques qui s'ajoutent à ces difficultés, puisque les usines, par exemple, qui fabriquent les câbles sous-marins sont peu nombreuses et leur carnet de commandes souvent rempli par les projets internationaux d'interconnexion, et ça porte sur des centaines de kilomètres, et donc la consultation des câbliers doit être anticipée et peut prendre beaucoup de temps. Et donc nous organisons, nous, d'ores et déjà ces consultations. Nous avons le projet d'avoir une réserve nationale, nous en avons d'ailleurs une partie pour que les câbles sous-marins soient à disposition pour remplacer une avarie, ça peut toujours arriver. On est obligé de rentrer dans un cycle vertueux qui permette à la production de ne jamais se faire piéger par des interruptions qui pourraient effectivement poser problème. Notons d'ailleurs que transporter de fortes puissances sur de telles distances est complexe. RTE maîtrise parfaitement la solution du courant continu que nous avons utilisé dans le cadre d'interconnexion notamment avec l'Italie, comme nous le fabriquons en ce moment, avec l'Espagne, comme c'est en exploitation depuis quelques mois. Mais nous considérons que cette solution n'a d'intérêt que pour de longues distances, au-delà de 50 km, ce qui n'est pas le cas des distances de raccordement des différents parcs que nous évoquons ici. Pour autant, nous sommes proactifs pour innover, puisque le courant alternatif a quelques inconvénients, et donc nous réfléchissons à la mise en œuvre d'une alternative aux 50 Hz. Nous avons aussi de nouveaux dispositifs développés au niveau de l'atterrage. En effet, le câble consomme beaucoup de réactifs à lui tout seul, et on a donc réalisé, pour qu'il n'y ait pas de perte de tension, des espèces de boosters qui sont installés sur les berges pour que justement on règle ces questions techniques qui nous sont posées. Voilà un des défis. D'autres défis, le deuxième, exploiter ces nouvelles liaisons de façon à intégrer pleinement les énergies marines au système électrique français. En effet, il faut réfléchir à la construction de l'infrastructure, mais également à l'entretien et aux solutions mises en œuvre en cas d'incident, et ça peut toujours arriver. Nous devons garantir un temps de réaction le plus rapide possible, et notre expérience fait que nous savons déjà en temps réel gérer la localisation d'une avarie, la localisation d'un défaut, et c'est très important de savoir où c'est, parce que chaque minute est précieuse lorsqu'il s'agit d'aller faire un dépannage. Pour autant, aller faire des dépannages en mer, ce n'est pas exactement la même chose qu'aller faire des dépannages sur terre, chacun le sait, et le temps peut parfois apparaître un peu long. Il faut mobiliser des bateaux spécifiques, et je tiens à dire d'ailleurs que nous avons déjà des jours de bateaux réservés au cas où, puisque nous avons déjà de l'entretien de liaisons sous-marines. Les conditions météorologiques doivent être réunies pour procéder aux réparations, elles sont contraignantes. En effet, on me dit, mes techniciens, que d'une manière générale, les réparations exigent une mer calme sur 2 ou 3 jours d'affilée. Sinon, les découpes et surtout les jonctions sont impossibles à faire. Je ne dis pas ça pour se décourager, je dis juste que c'est un enjeu industriel un peu particulier et qu'il faut largement s'équiper, et que parfois ceux qui regardent les factures potentielles en faisant les gros yeux oublient de considérer que derrière la facture, il y a quand même beaucoup de boulot. Et que ce boulot, s'il n'est pas fait convenablement, ça peut poser des problèmes d'effectivité ensuite. Le troisième défi, c'est toujours réfléchir à l'étape suivante, avoir toujours un avenir d'avance en quelque sorte. Et RTE, qui entreprise publique, à peu près 500 personnes qui font que de la recherche et du développement, ce qui est assez remarquable dans notre pays, a mis en place des partenariats avec des centres experts comme l'École centrale de Nantes et des industriels. Alors je ne peux pas tous les citer, mais j'ai en tête General Electric, Exelstom, avec lequel nous travaillons beaucoup, mais il y en a d'autres, pour mettre au point des démonstrateurs et des prototypes, par exemple pour tester des nouveaux types de câbles flottants indispensables au raccordement de l'éolien flottant. On me dit que par exemple le câble dynamique, en quelque sorte, est un câble plus élastique qui permet d'affronter mieux la situation marine dans laquelle il est par définition, par nature, plongé. L'étape d'après, c'est aussi pour vous comme pour nous le développement des interconnexions. Ces interconnexions marines à l'échelle européenne, je ne citerai que la plus longue sur laquelle nous travaillons, elle s'appelle Celtic, elle fait 500 km
entre la France et l'Irlande. Mais il y a des interconnexions dans la mer du Nord qui vont avoir, Madame la déléguée, vous le savez peut-être, puisque ça correspond à une déclaration politique européenne du 6 juin entre les ministres de l'énergie des pays, dont la France. Il s'agit de développer des projets hybrides, c'est-à-dire des interconnexions, enfin des câbles qui servent à la fois d'interconnexion entre deux pays, mais qui servent aussi à alimenter des parcs offshore. Et donc c'est non pas la double peine, mais c'est double jackpot, puisque ça sert à deux choses. Donc c'est un investissement qui effectivement sera tout à fait remarquable et qui est très attendu. Le quatrième défi, intégrer nos ouvrages dans un environnement qui porte ses propres exigences. Les différentes techniques que nous utilisons pour poser ou ensouiller les câbles tiennent compte de la diversité des fonds, évidemment, des conditions hydrodynamiques, mais aussi des usages de la pêche ou de la navigation. L'objectif est de trouver le meilleur compromis entre le coût, l'impact sur l'environnement et la sécurité. Je rajouterai et les pêcheurs, hein, parce que si je les oublie, là, ça va mal se passer entre nous ensuite. Et je sais que sur le terrain, nos équipes ont d'excellentes relations avec vos associations, Monsieur le Président. Nous nous appuyons sur des experts du secteur maritime et nous parlons, je le disais, en proximité avec les comités de pêche et les autres usagers de la mer pour réaliser un état des lieux des usages et des ressources économiques ainsi que du milieu aquatique et des fonds marins. Il n'y a que quand on a fait ce diagnostic, qu'on a entendu tout le monde, qu'on a vu les contraintes de tout le monde, qu'on peut mettre sur la table une solution, sinon de consensus, sinon de compromis, en tout cas celle qui, en toute bonne foi, apparaît comme rendant possible le projet que sur le fond, évidemment, personne ne conteste. S'il est contesté sur le fond, c'est plus compliqué. De plus, pour analyser l'impact des projets d'énergie marine, RTE mène des études innovantes avec des instituts de recherche. Ça vaut le coup que je vous les signale. Par exemple, nous avons lancé un projet d'expérimentation avec un bureau d'études et deux laboratoires universitaires pour développer un bioindicateur spécifique basé sur la coquille Saint-Jacques. Il sera testé au large du Calvados et sur l'interconnexion future IFA 2000 entre la France et l'Angleterre. Pour tout dire, c'est en moyenne une vingtaine d'études différentes qui sont réalisées pour chaque projet sur l'environnement naturel, sur les aspects météorologiques et hydrodynamiques, les éléments géophysiques et géotechniques et bien sûr sur les activités humaines et donc la pêche. Mais tout ça pour dire qu'on ne fait pas les choses par hasard, on les fait par nécessité parce que ça c'est pour la planète, mais après quand on essaye de déployer le projet et de le réussir, il faut se donner toutes les chances de son côté, donc il ne faut rien oublier dans le diagnostic, c'est fondamental. Il vaut mieux perdre du temps au début pour en gagner après que croire qu'on va gagner du temps au début. Après, le temps qu'on a essayé de gagner au début, on l'a perdu. Chacun a sûrement des traumatismes en tête, je ne veux pas tous les réveiller. Le cinquième défi, c'est justement prendre en compte les attentes et les enjeux des territoires et des acteurs concernés. Et la diversité des enjeux est connue, les zones remarquables qui jalonnent les côtes, impact environnemental, impact touristique qui peuvent être forts. Par exemple, la pêche à la drague des coquilles Saint-Jacques déjà évoquées et des palourdes, je ne les avais pas citées celles-là, dans la baie de Saint-Brieuc, mais encore la sécurité du trafic maritime, par exemple à Saint-Nazaire. C'est-à-dire qu'il y a bien toutes ces convergence de préoccupations qu'il faut intégrer. Tous ces enjeux appellent des concertations avec les différents acteurs impliqués pour définir des solutions partagées et donc acceptables par tous. En effet, expliquer, justifier, adapter, c'est un métier de plus en plus difficile, on en sait quelque chose. Ça ne vaut pas seulement pour les ouvrages en mer, je vous rassure, ça vaut aussi pour les ouvrages terrestres. Que vous fassiez aujourd'hui une ligne en haute tension en aérien ou en souterrain, vous avez à peu près les mêmes problèmes de discussion, de concertation, de compromis à trouver avec des territoires parfois extrêmement remontés, pas toujours par des gens qui habitent le territoire d'ailleurs, mais ça c'est une autre considération. Après tout, les gens ont le droit de faire du tourisme militant aussi. Autre sujet de préoccupation, les chambres de jonction au niveau de l'atterrage qui exigent des configurations assez spécifiques, de l'espace pour tirer les câbles, des contraintes environnementales à respecter, et le point de vue des riverains, évidemment, est à entendre, et ce n'est pas non plus le plus facile, mais ce n'est pas toujours d'ailleurs avec les riverains immédiats qu'il y a les plus grandes difficultés. Quand on s'explique et qu'on se comprend dans la durée, généralement, il y a une acceptation mutuelle partagée. Lorsque l'atterrage se situe en zone résidentielle ou touristique, la présence de ces fameuses chambres, les travaux, l'enfouissement des câbles et les champs magnétiques suscitent de nombreux questionnements, pas toujours rationnels. Il est vrai que la loi donne des droits à RTE en cette matière, mais si tant est que RTE soit en capacité de respecter ses devoirs, et j'essaye d'en être le garant, mais je sais que mes équipes sont extrêmement vigilantes aussi là-dessus. Encore une fois, nous avons un devoir de pédagogie pour co-construire avec vous tout au long du développement de nos projets respectifs. Je dis nos projets parce que les vôtres sont en quelque sorte aussi les nôtres. J'entends parfois des producteurs impatients qui disent
aux raccordeurs que nous sommes, trop long, trop cher. Bon, le raccordement coûte en effet entre 30 et 50 millions d'euros pour le flottant, 200 à 250 millions d'euros pour le posé, puisque c'est le terme. Mais nous ne devons pas rater la phase diagnostique préalable. Je pense que j'ai énuméré l'ensemble des éléments qu'il fallait prendre en compte. Et nous devons aussi donner des garanties de fiabilité durable. Donc tout ça a forcément un coût. Et chacun comprend bien que ces montants doivent être intégrés le plus en amont possible et qu'ils sont le plus souvent incontournables. Je n'ai pas le temps de vous parler des conventions d'utilisation du domaine maritime. Ça pourrait faire l'objet d'un débat en tant que tel, parce que j'en connais désormais un rayon, mais je m'abstiendrai de développer ça, j'ai déjà été un peu long. En tout cas, je vous remercie de votre invitation et je souhaite, avec vous, conserver cet enthousiasme qui nous permet, sans sectarisme auprès d'aucune énergie, de considérer que la mer est une sorte d'avenir pour les énergies renouvelables, beaucoup plus qu'on ne le pense et qu'on ne l'a pensé jusqu'à présent. Et je suis, moi, un défenseur, un convaincu de la nécessité que nous avons d'aller dans la concertation au-devant de solutions qui pourront faire solution dans le monde entier. Parce que nous sommes presque riches, nous avons beaucoup d'énergie dans notre pays. Nous avons un réseau d'une grande qualité, nous avons beaucoup de solutions qui donnent du confort. Il y a des endroits où il n'y a pas grand-chose. Et la mer est là, elle est là souvent partout. Et elle est tellement pleine de richesses, y compris en matière d'énergie, qu'elle permet de faire le tour du monde presque sans pédaler. Je vous remercie. Merci François Brock, merci madame, merci messieurs d'avoir participé à cette première table ronde.